Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver comme chaque jeudi soir sur Télésud, ici même dans Ça fait débat. Merci de votre fidélité, merci d'être de plus en plus nombreux à nous suivre et à commenter l'actualité sur la page Facebook Ça fait débat et puis sur Twitter CF Débat. Allez, au sommaire de cette émission, c'est parti. Ce qui a retenu notre attention, eh bien la Tunisie, la crise politique au plus haut. Crise politique dans l'impasse, c'est la question qu'on soulève ici. Ultimatum ou un simple appel destiné au gouvernement. Alors aux États, en tout cas majeurs. Pourquoi ça bloque? On va tenter d'apporter une explication ici. Puis la formation d'un nouveau gouvernement est-elle possible? On parlera aussi de racisme, de Taubira. La suite, l'épisode numéro 3, la une du journal de l'extrême droite Minute, qui sur Christiane Taubira a indigné beaucoup de politiques en France qui se sont empressés de réagir, y compris le franco-togolais Kofi Yamnian, ancien secrétaire d'État des gouvernements, qui dit « Oui, la France est raciste ». Eh bien nous, on en parle ici. Enfin, RDC et le M23, échec des négociations, à qui la faute? L'ONU espérait que l'accord de paix prévu lundi dernier se faisait, c'est un échec total. Et le M23, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que c'est la future force politique? Et on finira avec le fameux coup de cœur et le coup de gueule. C'est ce que j'appelle dans cette rubrique débatteur. Exprimez-vous tout ce que vous avez dans le cœur. C'est le moment où jamais dans Ça fait débat. Et en seconde partie de cette émission, nous recevons un auteur qui a écrit un ouvrage qui s'intitule Stratégie gagnante de coopération Afrique-Europe. Elle s'appelle Madame Edwige Nechama Socha et elle sera avec nous tout à l'heure pour parler de la coopération, pour parler de l'économie et pour parler de l'investissement et de l'emploi sur le continent africain. Ce sera en seconde partie de cette émission. Allez, c'est parti. C'est maintenant, le dicton n'a pas changé. Dans Ça fait débat, en toute liberté d'expression. Et bien voilà, c'est dit, Ça fait débat. C'est maintenant et en toute liberté d'expression. C'est parti. Pour commenter, décrypter et analyser l'actualité, vous le savez, un face-à-face aujourd'hui. Gabriel Mbarga, bonsoir. Bonsoir Adil. Journaliste à Télésud, comment ça va? Ça va bien, je fais le journaliste ici, effectivement. Toujours prêt à commenter l'actualité? À commenter, aller au-delà aussi. On ne nous a pas tendu le micro, maintenant c'est le cas, il faut qu'on dise ce qu'on a à dire. Absolument, c'est maintenant ou jamais, comme disent certains. Face à vous, mon cher Gabriel Mbarga, et Samia, que vous connaissez maintenant, un visage que vous connaissez, qui vous est de plus en plus fidèle. Samia Troubi, elle est professeure et elle est activiste. Bonsoir. Bonsoir Adil. Ravie de retrouver le plateau, ça faisait un petit moment. Ça faisait un petit moment, ouais, vous étiez où là? Vous aviez disparu où là, comme ça là? Écoute, par Mons et par vous. La dernière fois que vous étiez ici, vous nous avez dit je prends l'avion. C'est ça. Et je reprends l'avion dans pas très longtemps, la semaine prochaine. Vous passez votre vie dans les avions ou quoi? Un peu, je suis un peu fatiguée, mais je ne me plains pas, je suis ravie de préparer quoi, une élection ou Non, même pas. On va croire qu'un jour elle va se présenter. Non, je suis quelqu'un d'apolitique. J'apporte simplement ma contribution à ce que ce monde soit meilleur. En tout cas, c'est mon souhait. Oh là 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 là, quelle belle parole. Vous êtes activiste, humaniste, tout, la totale quoi. C'est ça, ouais. Ça, un monde de bisounours. Un monde de bisounours. En tout cas, Ça fait débat, ce n'est pas un monde de bisounours, puisque nous allons tenter de décrypter l'actualité. On va commencer par ce premier sujet. Je veux parler de la Tunisie. Vous savez, la Tunisie, la crise politique n'en finit pas. N'en finit pas. Au point où même l'exaspération de la population, elle pose beaucoup de questions. Et elle soulève beaucoup de questions. Ma première question, nous n'avons pas de sujet à vous proposer, parce que d'ailleurs, ils ne sont pas récents. On a en revanche des images qui vont défiler derrière vos écrans. Vous allez les découvrir, celles et ceux qui regardent et qui les découvrez chez vous. Samia Troubi, je vous donne la parole. Crise politique dans l'impasse? Ou pas du tout? Vous avez utilisé un mot sur lequel j'aimerais rebondir, vous avez parlé d'exaspération des populations et je crois que c'est vraiment le cœur et l'enjeu du sujet. Pour les téléspectateurs qui ne sont pas au sujet, qui ne sont pas à l'affût de toutes les informations en Tunisie, la situation elle est la suivante. Grosso modo, il y a eu au mois de juillet le meurtre de Brahmi, qui est un opposant politique. Et depuis ce 25 juillet, grosso modo, on a une crise politique, un enlisement politique où aucun gouvernement, le gouvernement actuel est incapable de sortir et donc il y a un quartet qui s'est créé. Alors la question qu'on pose, parce qu'on est quand même dans Ça fait débat, est-ce qu'il est incapable d'esquisser des solutions ou est-ce qu'il est incapable parce que la population, même pas la population, parce que les syndicats mettent la pression sur ce gouvernement? Je pense que l'incapacité ici, ou en tout cas notamment et les droits de l'homme. Le dilemme, il est autour du mouvement des islamistes et des opposants qui ne parviennent pas à se mettre d'accord, ce pourquoi le quartet est venu pour essayer de les faire dialoguer, parce qu'on appelle ça le dialogue national. Ils parlent mais il n'y a aucune solution et donc on est dans l'incapacité, le gouvernement et les opposants politiques et l'UGTT sont dans l'incapacité
capacité aujourd'hui d'apporter aux Tunisiens qui attendent ça désespérément, à la fois des élections et puis la création d'un gouvernement apolitique de compétences. On appelle ça le gouvernement de compétences et la nomination d'un Premier ministre qui puisse faire, en tout cas qui puisse être adoubé par tout le monde, que tout le monde puisse accepter. Il est là l'enjeu. L'enjeu, il est là. Il est là l'enjeu. Je vais donner la parole à Geber Mbarga. Est-ce que vraiment on peut considérer, vous qui avez l'habitude ici de commenter l'actualité, y compris au sein du Maghreb, c'est-à-dire l'Afrique du Nord, est-ce que la Tunisie, elle est dans l'impasse ? Est-ce que la Tunisie est dans l'impasse ? La Tunisie est dans la situation des pays qui connaissent des poussées révolutionnaires, des poussées de changement profond du système, et qui se retrouvent à un moment donné confrontés à ce que j'appellerais des forces centripètes. C'est-à-dire que vous avez toutes les corporations qui veulent récupérer un petit peu plus de pouvoir et asseoir un pouvoir en vue de la structure future du pays. Vous êtes en train de nous dire qu'en gros, il faut partager le gâteau. En est là ou pas? En fait, c'est ça? Non, ils sont en train de se battre pour du pouvoir. D'abord, il y a des gens qui sont au pouvoir, qui sont d'inspiration religieuse, qui ont des adeptes, et donc qui les soutiennent. Et puis, il y a toute cette Tunisie qui était libre, intellectuellement, dans ses mœurs aussi, et qui existe. Prenez la parole quand vous voulez, mais je pense que, en fait, le problème, c'est que, là, vous présentez un peu les islamistes, en tout cas Ennahda, comme un groupe homogène, mais qui ne l'est pas, parce qu'on voit au sein, et c'est là que le bas blesse, c'est qu'au sein même d'Ennahda, il y a des tensions qui s'opèrent et qui font que certains sont prêts à négocier, et d'autres ne le sont pas. La tendance dure. C'est sur la stratégie. Là. À ce moment, c'est sur la stratégie, pas forcément sur le corpus idéologique. Oui, mais sur la stratégie à adopter. D'ouverture ou pas par rapport à un certain nombre de négociations. Alors pourquoi ça bloque? Ça bloque. Pour quelle raison ça bloque? C'est vrai, parce que tout le monde se pose la question, y compris la population tunisienne. Et mais attendez... Ça fait des mois qu'ils parlent de dialogue national. Parce qu'une révolution, ça va vite. Surtout dans le cas tunisien, pardon. Ça va vite, ça fait 3 ans qu'on attend. C'est ce que je m'apprête à dire. Parce que moi, je veux bien que ça aille vite. Vous dites ça aux Tunisiens aujourd'hui. Vous dites ça à la population tunisienne qui peut-être vous regarde ce soir. Et je sais qu'on Télésud est regardé en Tunisie. Et je peux vous assurer... Non, je me suis mal exprimé. Ah bon? Non, ce que je voulais dire, c'est que l'acte fondateur d'une révolution est souvent subi. Voilà. Tout à fait. C'est-à-dire le jeune homme qui est brûlé, et puis les religions qui viennent, le président s'en va. Mais la suite est souvent très longue. Dans les pays européens, parfois ça a pris des décennies, mais là, ce n'est pas le même contexte. On est dans un contexte toujours où, quand le pouvoir a vacillé, a valsé comme ça, d'abord, il y a des gens de l'ancien régime, toujours, parce qu'il ne faut pas croire qu'ils s'en vont du jour au lendemain. Tous ces gens de l'armée et de la police, les services de sécurité en Tunisie, qui viennent dicter les règles, par exemple, sur le dialogue national. Là, le problème, c'est que la police a été vidée de tous les anciens bénalistes et les syndicats tunisiens... Comment on peut savoir qu'on a vidé? Les syndicats policiers tunisiens disent au gouvernement, face à tous les attentats qu'il y a eu, et notamment près de la frontière algérienne, ils leur disent il faut ramener les anciennes forces qui étaient, elles, capables de en tout cas, faire face à ces attentats. Là où vous étiez en train de dire, grosso modo, que le processus était long, etc., et que les Tunisiens... Derrière, j'anticipe, vous dites qu'il faut être patient face à un processus révolutionnaire. En fait, l'acte qui fonde une révolution est souvent brusque, mais inattendu. Après, c'est long. Il surgit. Après, on se retrouve dans une espèce de chaos. Avec ce chaos, il y a des forces qui s'opposent. D'abord, des forces qui veulent un petit peu conserver un peu de leurs privilèges d'avant, des forces nouvelles qui mais le problème, c'est je suis viennent pas avec sûr quelque que la chose. Tunisie... Et puis, il y a le peuple qui est pris en otage. Parlons du peuple. La Tunisie n'a pas... Non, mais la Tunisie n'a pas les moyens d'attendre 3 ans. La Tunisie n'a pas les moyens d'attendre 3 ans parce qu'on a une crise politique, mais qui dit crise économique, une instabilité sécuritaire. Et toutes ces instabilités-là mènent la Tunisie à un chaos. On peut dire aujourd'hui que c'est l'effondrement. Elle est en train de vivre économiquement, je dirais, le chaos. Je ne dis pas qu'il faut être patient. Je comprends pourquoi ça traîne. Mais je ne dis pas qu'il faut être patient, parce que de toute façon, si quelqu'un avait une solution, d'abord, ce sont les Tunisiens eux-mêmes. Tout à fait. Ils sont en train d'en discuter. Sauf que les Tunisiens eux-mêmes n'arrivent pas à se mettre d'accord. Ah ben ça va venir. Justement, c'est là. Moi, je fais la différence entre le peuple tunisien et en tout cas toutes ces mouvances politiques. Je mets dans le même sac, que ce soit Ennahda, les syndicats et puis l'opposition qui souvent sont irresponsables. En fait, c'est l'irresponsabilité des hommes politiques. Alors ma question, justement, me pousse à vous poser cette fameuse question. Alors finalement, vous savez que la Tunisie attend cette formation d'un nouveau gouvernement. Est-ce que c'est possible, justement, ce nouveau gouvernement? Est-ce qu'il est possible qu'il puisse se mettre en place?
Est-ce qu'on peut espérer que la population s'attende à ce qu'on lui annonce enfin cette formation d'un nouveau gouvernement? Samia Troubi. Vous avez parlé de l'ultimatum. C'est ça, j'ai parlé d'ultimatum ou d'un appel. C'est ça. Ou d'un appel. Alors, ils avaient posé un ultimatum en disant à telle date fixée, vous devez apporter un nom. La date, elle est fixée, c'est lundi prochain. Elle a été fixée, sauf qu'ils sont revenus dessus. Encore dernièrement, il y a eu des articles. Le quartet dit, nous n'avons pas été capables tout de suite d'apporter un nom, et le gouvernement et l'opposition n'est pas capable de se mettre d'accord sur un nom, et c'est problématique. Ça fait des mois que les Tunisiens attendent désespérément qu'il y ait de nouvelles élections et qu'une constitution qui est quand même la boussole de tout État démocratique soit mise en place. Ce n'est pas le cas. Justement, parlons-en. Vous l'avez dit tout à l'heure, vous l'avez évoqué. Moi, j'ai parlé de syndicats, mais je vais parler de l'UGTT. D'accord, le JTT finalement. Est-ce que on ne peut pas considérer que c'est un pouvoir dans le pouvoir? Gabriel, et ensuite après Samia. Dans la foulée de ce qu'elle a dit, et que ils sont puissants, l'UGTT. Et que je partage, il y a que la Tunisie, d'ailleurs comme tous les pays qui sont dans des mutations révolutionnaires, ne s'en sortira pas tant qu'il ne se sera pas dégagé au moins 3 choses. D'abord, il faut qu'il se dégage un modèle de société, parce que là, il y a un affrontement par rapport à la Tunisie dans laquelle on veut vivre. Alors ce modèle de société, est-ce que justement, c'est pas celui du syndicat, l'UGTT? Ça c'est bien. Parce que je fais exprès, c'est provocateur de ma part. Il y a un modèle politique, c'est-à-dire que il y a un débat sur, comment dirais-je, le sens que les hommes politiques donnent à ce pays, un choix, une voie politique, et puis ce qu'elle a dit en fin de propos, un modèle institutionnel, donc constitutionnel. C'est tout ça qui fait que le pays a vacillé et qu'on essaye de reconstruire aujourd'hui de façon très très difficile. Samia Troubi, vous l'avez évoqué tout à l'heure, l'UGTT, s'il vous plaît. Est-ce qu'il a cette capacité de paralyser le pays? Et ma seconde question, qui est dans la même question, un pouvoir dans un pouvoir dans le pouvoir. Est-ce que c'est là, peut-être que le bas blesse a effectivement la capacité de paralyser le pays, et il l'a déjà fait en mettant en place de grandes manifestations, et ils ont réussi. Ils sont assez forts pour pouvoir aujourd'hui être un groupe dans le quartet, qui mène le quartet, qui est ce groupe de médiation, ce conseil de médiation entre l'opposition et le gouvernement en place. Mais je ne suis pas sûre qu'ils soient force de proposition. Ils peuvent pousser en tout cas le gouvernement en place. On a le sentiment quand même, Samia Troubi, pardonnez-moi, on a le sentiment quand même, comme ça, qu'ils veulent imposer un peu leur modèle. Qui veulent pousser en tout cas le gouvernement en place je pense qu'ils vont finir, agir. Ils sont en tout cas effectivement contre le gouvernement. Je pense qu'ils vont finir peut-être par eux-mêmes proposer un gouvernement, la formation de ce nouveau gouvernement. Non mais c'est ce qui se trame, c'est ce qui se dit dans les bribes de couloir. En tout cas, qu'ils proposent un nom sur lequel tous puissent se mettre d'accord, je pense qu'ils peuvent en être capables et ils le feront. Et normalement, dans les jours qui suivent, dans les semaines qui suivent, là c'est là où l'UGTT doit montrer sa force, et doit montrer sa force de médiation entre le gouvernement et l'opposition, doit être capable d'amener ces deux groupes distincts à offrir une solution aux Tunisiens qui l'attendent désespérément. Un Premier ministre prochainement, vous pensez qu'ils ont cette possibilité, ce pouvoir de mettre en place un Premier ministre? Mais est-ce que le consensus politique arrivera au terme du mois qu'ils se sont donnés? Est-ce que c'est pas trop court? Enfin, on ne sait pas. En tout cas, l'ultimatum, il est donné à lundi prochain. C'est ça. Lundi prochain, mais dans quelques jours. Sortiront, et c'est ce qui se dit de toute façon, et c'est ce qui se trame, ils sortiront un homme fort de l'ère Bourguiba qui a plus de 70 ans ou 80 ans, qui n'a aucune aspiration. Mais c'est ça, mais c'est visible. Oui, on a le nom d'Ahmed Mestieri qui. C'est vrai, on a ce nom-là qui est un homme de l'ère Bourguiba. Et c'est ce qui visiblement se passera. C'est un peu regrettable quand on sait que la Tunisie a de larges compétences à l'étranger. Je prends juste, si vous regardez un peu toutes les organisations internationales, il y a un nombre incroyable d'hommes politiques, de diplomates, de compétences nationales dans ces organisations-là, qui est très peu utilisé. Vous avez un nom en tête? Non, pas de nom, mais on en a plein. Enfin, moi, j'étais encore à l'UNESCO dernièrement, il y a plein de Tunisiens qui... C'est pour ceux qui sont sur place, parce qu'ils vivent ça au quotidien. Tout à fait. Quand quelqu'un vient d'ailleurs, en général, ça n'a pas marché. En même temps, c'est pour redresser le pays, pourquoi pas? C'est provisoire. Oui, mais on sait que il faut connaître le pays, les arcanes, c'est un système, il faut connaître, il faut avoir vécu dedans pleinement et en permanence, souvent. Allez, on passe à ce second sujet, nous l'avons tous vécu en tous les cas quasiment en temps réel, et puis il a fait surtout l'actualité depuis plusieurs semaines. Je veux parler de Christiane Taubira, la ministre de la Justice, et puis de ses propos racistes. Eh bien, la une, vous savez, du journal d'extrême droite qui s'intitule La Minute, sur Christiane Taubira, a indigné beaucoup de politiques en France qui se sont empressés de réagir.
D'abord, est-ce qu'il a fallu attendre finalement ce magazine Minute pour que pour jamais, parce que ça, non mais ça me fait doucement rire parce que les politiques s'empressent toujours de réagir quand il y a catastrophe. Avant, non, mais ah oui, attention, Minute, un journal d'extrême droite s'est autorisé à provoquer une une qui a fait réagir, y compris toutes les personnalités politiques. Alors, d'abord, ma première question. Samia Troubi et Gabriel Mbarga. Alors, le journal Minute, c'est vrai, tente de s'imposer dans le débat politique français en occupant l'espace médiatique par le moyen du scandale. Est-ce que finalement, ils ont bien fait de provoquer cette une? Moi, je veux vraiment, y compris, je veux qu'on s'attende peut-être à une polémique ici, s'il y a lieu de provoquer une polémique. Gabriel Mbarga. Parce que moi, ça me fait doucement rire. Les politiques, ils s'empressent de réagir quand il y a catastrophe. Mais messieurs, que n'avez-vous attendu de le faire avant, quoi? Le journal Minute. Et mesdames. Le journal Minute a donné... Qui existe depuis longtemps, je le rappelle. Hein, bien sûr. Depuis 1962. Le journal Minute, qui est un journal d'extrême droite. droite avant et qui est devenu extrême droite. A donné l'occasion à la classe politique française d'exprimer ce qu'elle a de plus caractéristique, c'est-à-dire son hypocrisie. Parce qu'en faisant une sur Taubira, elle retrouve la banane, Taubira retrouve la banane, en faisant écho à la fameuse image de Taubira, le singe, parce que c'est ça aussi la gravité de ce propos qui est déjà grave, c'est de rebondir sur un propos qui avait déjà été assez nauséabond pour qu'on n'en parle plus. Bien sûr. Donc, Minute donne l'occasion d'une hypocrisie et surtout de faire comme si le racisme en France était une affaire uniquement de l'extrême droite. Que non. Le racisme est parfaitement banalisé dans ce pays. Il s'exprime différemment selon la culture des gens, selon l'éducation des gens, selon le milieu des gens, selon les carcans qu'ils ont ou qu'ils n'ont pas. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent non mais finalement il faut le prendre ça comme de l'humour? Oh là là. J'entends ça, ça fait même le buzz. Non mais je vous promets, je l'ai vu dans les réseaux sociaux, ça circule, ils disent non mais attendez, prenez ça comme de l'humour. C'est choquant, mais volontairement, je veux qu'on aborde toutes les questions qui a trait à cette ambiance, évidemment, qu'on condamne ici. Donc je voudrais qu'on les soulève. Samia Troubi. Je pense qu'on est tous, et comme la classe politique l'a très bien montré, on a tous été choqués par cette une. Moi, je ne connaissais pas du tout l'existence de Minute. Ils ont fait un super buzz, parce qu'aujourd'hui, je pense qu'ils se sont vendus à 60 000 exemplaires. Moi, je trouve ça abject. Je pense qu'on aurait... C'est abject. C'est abject qu'on puisse faire. Absolument. Et puis que les gens puissent l'acheter, moi, ça me choque, ça me détruit complètement. Non, mais ça rejoint ce que disait Gabriel Mbarga, surtout. Et puis, alors, l'hypocrisie va tellement loin que même Marine Le Pen a pris la peine de dénoncer la une de la Minute. Donc bon, passons sur ce cas-là. Mais en tout cas, ce que dit cette histoire, ce cas Taubira, moi je l'appelle le cas Taubira, c'est déjà le temps qui s'est passé entre les premières attaques dont a fait l'objet Christine Taubira et le temps que tous Copé et Enco puissent réagir, il s'est passé quand même un mois. Et ça, c'est vraiment problématique. Il a fallu qu'on ait un cas vraiment abject de racisme clair de la part de l'extrême droite pour que ces gens-là pour que ces gens-là s'expriment. Et il est là le problème. Et quand vous parlez de ce racisme présent, en fait, il est structurel. Le cas Taubira dit un racisme structurel. Il ne faut pas avoir peur de le dire. On ne dit pas que la France est antiraciste, mais qu'il y a un racisme structurel au sein de notre pays qui a touché un certain nombre d'hommes politiques. Mais Christiane Taubira est le symbole, en fait, que la France a changé et qu'aujourd'hui, Taubira n'est pas le cas, n'est pas un ministre qu'on a ramené de nulle part, ministre de la diversité, discrimination positive. Non, elle s'inscrit, ça a été une femme d'État, c'est une femme politique de grande qualité. Elle n'a pas été posée ici pour sa couleur, un peu comme Ramayad l'a été, ou d'autres, ou alors c'était Fadela Amra et toute la bande, où on a dit clairement, oui, mais on les met parce que c'est la diversité. Elle, c'est pas du tout le cas, et c'est pour ça qu'elle cristallise autour d'elle vraiment de très très fortes attaques. En plus, Taubira a commencé d'être attaqué dès sa nomination. Très juste. D'abord, beaucoup n'ont pas accepté qu'elle ait été nommée à un poste de souveraineté, à un poste aussi important, garde des Sceaux. Alors justement, oui, dites-moi. Christian Jacob, je me souviendrai toujours de ses propos qui disaient elle n'a pas les compétences pour le poste. Député UMP, président du groupe. Et président du groupe à l'Assemblée nationale. Elle n'a pas les compétences pour le poste. À quoi on juge les compétences de quelqu'un? Elle est docteure en économie, elle a fait des publications, des travaux, des trucs incroyables, elle connaît le Parlement mieux que personne. Qu'est-ce qu'il faut pour devenir ministre dans ce pays? Absolument. Alors Kofi, le franco-togolais, Kofi Yamnian, vous savez, ancien secrétaire d'État des gouvernements Cresson et Béragovoy, a déclaré
il y a quelques jours, même d'ailleurs hier, il me semble, de mémoire, il a déclaré hier sur France Info que la France a toujours été un pays raciste. La France a toujours été raciste. Est-ce que vous êtes d'accord avec ces propos ? Oui, moi je pense que oui, la France est un État raciste qui doit traiter... Oula, ça va chauffer là. Moi je dis simplement... C'est pas ce qu'on disait la semaine dernière, Gabriel, y compris vous d'ailleurs. Christiane Taubira... Gabriel, je vous tape un peu là, c'est pas ce que vous disiez la semaine dernière aussi. Christiane Taubira, on s'en prend à elle. Bon, c'est un racisme vraiment anti-noir. Là, on revoit donc, la France est un pays l'esclavage. Mais vous pensez à Léon Blum qui a été élu en 1936. Mais si vous voyez toutes les unes, au moment où il a été nommé Premier ministre, le juif, etc., la France a un long passé de racisme, que ce soit contre les juifs, aujourd'hui avec une poussée de l'islam, avec cette cristallisation autour de l'islam, et un racisme latent qui existe depuis des siècles contre les Noirs, avec cette histoire de l'esclavage, cette histoire de la colonisation, qui est vraiment... Le racisme anti-noir est tout à fait particulier par rapport au racisme anti-juif ou anti-musulman. Gabriel Mbarga, vous partagez le point de vue de Kofi Annan qui dit que la France est clairement raciste. La France a toujours été raciste, il dit. La France a une très longue tradition avec le racisme, comme la plupart des pays européens et occidentaux. Alors j'aimerais juste comprendre, pardonnez-moi, mais je vais vous provoquer un peu. La semaine dernière, vous disiez que la France n'est pas raciste. Non, je n'ai pas dit ça. Et là, la question n'était pas posée dans ces termes-ci. Si on me pose la question dans ces termes, la France, quand Kofi Annan parle, il fait référence à l'histoire de France. Et l'histoire de France, elle est truffée de moments d'un racisme indéniable. Et le problème de la France, justement... Kofi Annan, rappelons, celles et ceux qui le problème de la France, justement, c'est de vouloir nier cette histoire. Quand vous êtes dans l'esclavage pendant 5 siècles, vous pratiquez ce qu'il y a eu de plus déshumanisant dans l'histoire de l'humanité. Vous ne pouvez pas faire comme si ça n'a pas existé. Quand vous avez colonisé des pays et que le régime de l'indigénat, c'était la même chose qu'on reprochait à l'Afrique du Sud, l'apartheid. Il en parlait toujours sur France Info. L'ancien ministre Kofi Annan est aussi revenu sur le discours... Regardez, il est revenu sur le discours de Dakar. Je fais référence. En particulier, je veux vous citer le discours de Sarkozy à Dakar qui dit, parce qu'on est quand même à Télésud ici, il faut qu'on en parle, il dit « L'homme noir n'est pas rentré dans l'histoire ». Ça veut dire que l'homme noir est resté un animal. L'homme noir est un singe. Aujourd'hui, les Français se sentent libres, libérés de pouvoir dire derrière leur président. Ça, c'est les propos de Kofi Annan. Ça vous fait réagir? Le discours de Aujourd'hui, François il existe Sarkozy... Télésud, par exemple. On a voix au chapitre. C'est pour dire quoi? Avant, on était confinés, on ne pouvait même pas parler, dire ce que nous ressentions, ce qu'on subissait. Ça n'existait pas. On n'allait pas t'inviter au JT de TF1 pour te demander, alors le racisme, ça existe? Non. Personne n'allait te poser la question. C'est ça aussi l'évolution. Entre-temps, nous avons aussi émergé, nous nous sommes fait une place. Des gens se sont construits intellectuellement, des gens écrivent des livres, ils parlent. On a aussi ça. Et puis les médias sont internationaux. Même à partir du Cameroun, je peux m'asseoir et parler de la France, on me suit ici. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on peut plus étouffer ça. Ce n'est pas possible. Pour revenir, oui, jusqu'à... Vous vous sentez énervé là? Remontez. Non, on est dans la vérité, des vérités qui ont été tues. Au moins jusqu'aux indépendances, c'était ça. Aujourd'hui, nous sommes les fruits de cette histoire mouvementée où on nous a secoués. Finalement, on vient ici comme si on avait demandé à venir finalement. Mais c'est dans le prolongement de toute cette histoire. Et en plus, on vous rejette avec ce que vous êtes, votre couleur, votre religion pour ceux qui sont de religions différentes, etc. etc. Tant qu'on n'accepte pas ça, la France va continuer à vivoter en pleine hypocrisie jusqu'au sommet de l'État. Je pense qu'il vit la chose, c'est pour ça qu'il a du mal à laisser passer la parole. Oui. Mais je pense qu'on est effectivement... Le fait aujourd'hui qu'on voit des Christine Taubira et qu'on ait une transformation de la société française fait rejaillir des siècles de racisme latent, d'éducation raciste en France, qui fait qu'aujourd'hui, on a ces poussées. Mais ça signifie, s'il y a des poussées aujourd'hui, s'il y a cristallisation aujourd'hui, c'est que forcément, on va aller vers une situation plus apaisée, ou parce qu'il y a de plus en plus de Noirs, de plus en plus de musulmans, de plus en plus d'Arabes, de plus en plus de gens différents qui vont s'exprimer et représenter la France. Alors, comment l'expliquez-vous? Il y a aussi quelque chose, moi, que je pose volontairement ici, dans Ça fait débat. Les chefs d'État africains, on les entend pas beaucoup. C'est normal? Les chefs d'État africains. Non mais ils sont concernés. Mais attendez, je suis désolé. Quand on recommande, vous avez fait référence à l'histoire, vous avez fait référence à la colonisation, vous avez fait référence à toutes ces dates historiques. Vous avez fait référence, on fait référence ici au discours de Sarkozy à Dakar. À un moment, les chefs d'État, je suis désolé, mais on les entend très peu. Ce sont les jouets de la France. Ceux des pays francophones. Attention, vous allez vous faire attaquer. Ah ben ça, on s'en fout. Il y a longtemps qu'on parle. Il y a un moment donné, on ne peut plus laisser les gens crever. Ce sont les jouets, ils ne peuvent pas attaquer le pays du papa. Le pays qui les a formés, qui les a placés là. Je pense qu'ils n'ont aucune crédibilité pour s'exprimer. Il y a une génération qui arrive derrière qui parle. Tout à fait. Ils ne parlent pas, ils ont besoin de leur poste et de leur compte en banque. Mais quel homme d'État africain aujourd'hui a la crédibilité de s'exprimer sur ces sujets-là?
très clairement. La France donne des leçons à tous les États africains et à tous les États du monde, et aucun n'est capable de leur offrir, de leur donner une leçon. Sauf que quand vous allez à l'étranger, on vous pose la question tous les jours, que vous soyez un noir ou un arabe. Alors, c'est pas trop dur la France. C'est l'image aujourd'hui que la France a à l'étranger et il devrait s'en inquiéter. Alors, dernière question, que fait la rue finalement? C'est vrai. Bah alors, si vous dites que les chefs d'État, c'est le joujou de la France. La rue, c'est pas le joujou de la France. La rue, elle s'est emparée à plusieurs reprises de la rue. Mais tu ne vas pas manifester à Yaoundé pour critiquer Paris. Ce qu'ils font, c'est qu'ils s'expriment sur les réseaux sociaux. C'est ce qu'ils font. Énormément, et ils ont raison. Parce que ça résonne partout dans le monde. C'est valable pour la France, mais je ne vais pas m'arrêter à la France. Il y a plein de pays. Il y a plein de pays. Toute l'Europe s'est construite sur le racisme. Il faut le savoir. Les États-Unis, c'est l'enfant de l'Europe. Et d'ailleurs, on le voit dans la politique américaine jusqu'aujourd'hui. Non, mais moi, je sais pas, ça me... Je pense que les gens sont exaspérés de descendre dans la rue. Ça me questionne. Je me dis, la rue, on l'a pas beaucoup entendu. Les gens sont exaspérés de sortir dans la rue. Ils ont le sentiment que quand ils descendent dans la rue, bon, bah, pour un cas comme ça, il y aurait eu 100, 150 personnes sur la place du Troca. À la limite, c'est pas grand-chose. Aujourd'hui, ils s'expriment sur les réseaux sociaux. Et si vous allez sur Facebook, par exemple, il y a... Mais la rue, ça a un poids. Quand même. C'est un poids, mais je sens quelque chose monter. Il y a de plus en plus de pages Facebook, des pétitions. Je pense que ça va finir dans la rue. Je le sens. Autour de moi, j'ai beaucoup de personnes, tu vois, qui m'envoient des invitations pour des pétitions. Je vois que ça monte. Ah, je pense que c'est important. Il faudrait peut-être, finalement. C'est important d'apporter son soutien. Exactement. D'apporter son soutien à Christiane Taubira, qui a été digne. Et moi, j'ai juste envie de le dire vraiment, sincèrement. Elle a été digne, intègre, et c'est une femme politique formidable. Et je pense que c'est un exemple pour tous. Allez, on passe à ce troisième sujet, RDC et le M23. Un peu compliqué puisque c'est un épisode qu'on a beaucoup ici commenté, mais ce que je vous propose peut-être, c'est de découvrir d'abord ce reportage proposé par Télésud et on se retrouve tout de suite ici sur le plateau pour le commenter. Regardez. Tout était prêt pour la signature d'un accord entre le M23 et le gouvernement de Kinshasa. Mais finalement, les deux parties se sont quittées dos à dos. L'accord qui était tant attendu n'a pas été signé. Pour cause, un seul point d'achoppement, une question de sémantique. En clair, le gouvernement et les rebelles étaient d'accord sur les contenus du document à signer, mais pas sur son titre. Fallait-il nommer le document un accord, une conclusion ou une déclaration? Pour les rebelles du M23, c'est la signature d'un accord qui était bien prévue. Nous ne voyons pas pourquoi le gouvernement congolais devait revenir aujourd'hui pour poser ces problèmes-là en disant qu'il ne veut pas signer un accord. Nous avons demandé plus d'explications au gouvernement congolais. Il n'a pas été en mesure de nous en fournir pour nous en convaincre. Voilà pourquoi la signature n'a pas eu lieu aujourd'hui. Désormais en position de force après la défaite militaire du M23, mais aussi visiblement sous la pression de sa population, le gouvernement de Kinshasa voulait lui signer une déclaration et non un accord. Il ne s'agit pas que du titre, il s'agit de la nature du document. Il est important que, au stade où nous sommes arrivés, le texte qui sortira puisse refléter le fait que nous avons affaire à un gouvernement légitime d'un côté et à une force négative, une rébellion qui a cessé d'exister de l'autre. Malgré les rendez-vous manqués de lundi, l'accord semble ne pas être totalement enterré. La médiation ougandaise a affirmé ce mardi que les discussions entre Kampala et le M23 vont continuer. Mais aucun mot sur la date de reprise des négociations directes entre le gouvernement de Kinshasa et les rebelles du M23. L'ONU espérait lundi dernier un accord de paix, chose évidemment qui est tombée à l'eau. Alors d'abord, première question, échec des négociations, à qui la faute? Et puis, d'entrée, est-ce qu'on peut considérer qu'il y a un véritable échec? La faute, si faute il y a, la faute revient à l'hypocrisie internationale. C'est-à-dire que c'est une situation curieuse. Voilà un pays qui s'appelle la RDC, qui est acculé sur ses côtés, son côté est notamment, depuis une quinzaine d'années, par des groupuscules de tous ordres qui se sont métamorphosés, qui se sont agrégés pour un certain nombre autour du M23. Maintenant que le M23 est défait militairement, les gens ils arrivent et disent non, signer un accord. Mais non, on ne fait pas d'accord quand on a gagné la guerre. On fait la guerre, on fait un accord quand il y a une résistance en face. C'est-à-dire qu'on se dit, d'accord, on dépose des armes, mais à quel prix? Donc, on pousse le gouvernement congolais et sa population ils ont été humiliés pendant 15 ans par des groupuscules qui ont déstabilisé ce pays. Et puis, quand enfin, au bout de 15 ans, ils arrivent
à gagner militairement sur le terrain, ce sont les mêmes, l'ONU et consorts, les mêmes pays qu'on n'a plus besoin de citer, qui viennent dire « mais non, finalement, négocier un accord de paix ». Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens, mais en même temps... ça n'a pas de sens. Ils ont gagné la guerre, ils n'ont rien à négocier avec ces gens. En même temps, vous vouliez dire quelque chose peut-être, Samia Troubé? Moi, la question, c'est est-ce que le M23 n'a pas aussi le soutien du Rwanda qui ferait qu'ils aient une situation d'égalité qui aurait amené l'ONU notamment à proposer le terme accord de paix, parce que visiblement, il se chamaille entre le terme déclaration et accord de paix. Et là, la question, est-ce que le Rwanda n'est pas là pour appuyer le M23 et que derrière, c'est pas une crise régionale en fait, auquel on a affaire, mais qui ne dit pas son nom? En fait, le gâteau s'appelle la RDC. Et il y a des pays qui ont cru sur ce gâteau, dont le Rwanda est l'incarnation, qui s'est enrichi en une quinzaine d'années de manière extraordinaire. Et si ça a été possible, je n'oublie pas l'Ouganda, où se tiennent les négociations, et d'où était partie la rébellion, en grande partie. Tout le monde a vu ce qui se passait. Et finalement, ces groupuscules sont les instruments aussi des intérêts qui sont aussi divisés. C'est-à-dire que du moment qu'on vous laisse travailler, parce que c'est une région extrêmement riche en mines, du moment qu'on laisse travailler certaines compagnies dans certains coins, les rébellions subsistent. Vous comprenez que les rébellions jouent un double jeu. D'abord, elles déstabilisent le pays et elles protègent les entreprises minières. Alors, Gabriel ou Samia, d'ailleurs, qui est en cause? L'Ouganda, qui est en cause, d'ailleurs, qui finance elle-même, qui aide, qui accompagne les rebelles? C'est l'hypocrisie du M23. L'hypocrisie internationale qui a instrumentalisé le conflit en RDC, qui s'est servi des pays voisins pour déstabiliser ce pays, qui s'est servi des rébellions pour maintenir un système dont le seul perdant, c'était la RDC. Tous les autres ont gagné. Alors gagné, mais en même temps, est-ce qu'on peut considérer que l'armée congolaise est inefficace? Enfin, elle a gagné. Elle a été inefficace, certainement. Pendant 15 ans, elle n'arrivait pas à contenir ses rébellions, mais est-ce qu'elle était aidée? Il lui a fallu l'aide de l'ONU et des forces de l'ONU qui sont les plus importantes dans la région. L'ONU qui a été très hypocrite, qui fait semblant d'intervenir aujourd'hui. Sans l'ONU, je pense que l'armée congolaise n'aurait pas forcément gagné. Parce que c'est vraiment... C'est l'une des... D'après les chiffres, c'est la plus grande force armée en service. Vous savez ce qu'on a reproché à l'ONU, à la MONUC au Congo? C'est d'avoir été là pendant toutes ces années et où il y avait... j'ai peur de me tromper sur le chiffre parce qu'il est effrayant. Il y a des centaines de viols par jour. Et c'est la guerre la plus meurtrière. Je n'ai pas les chiffres exacts, mais bon, je pourrais les apporter sur le prochain débat. C'est la guerre la plus meurtrière depuis la Deuxième Guerre mondiale qu'il y a eu dans le monde. Et les forces de l'ONU étaient là. En réalité, elles n'intervenaient pas. La mission des Nations Unies a eu ordre, il y a seulement quelques mois, de pouvoir riposter. En fait, c'était une force d'interposition. Mais l'interposition est l'incarnation de l'hypocrisie. C'est-à-dire qu'on ne fait rien. Alors le M23, est-ce que c'est finalement la future force politique? J'espère pour le Congo que non. C'est personnel. Si d'ailleurs, je peux même embrayer sur mon coup de gueule. J'espère pour le Congo que non. Vous ne pouvez pas... Je vais volontairement foutre le bordel dans un pays pendant autant d'années. Ensuite... Vous venez prétendre à diriger ce pays? Non, c'est trop. Mais en même temps, il représente bien quelque chose parce que... Il représente les voisins qui sont devenus congolais aujourd'hui par la force. Enfin, je pense que le M23 représente des intérêts, que ce soit de pays, mais aussi de populations qui sont là. Et s'ils n'avaient pas eu le soutien des populations, je ne pense pas qu'ils auraient pu foutre le souk autant que ça. Donc ils représentent de facto une force politique aujourd'hui dans la RDC, de fait. Est-ce qu'on peut espérer que les négociations, enfin, cet accord de paix soit signé? On peut espérer que le Congo fera les choses dans la forme. Parce qu'il faut toujours... Même quand on a gagné, il ne faut pas humilier l'adversaire. Mais sur le fond, on leur demande de céder sur beaucoup de points, la réintégration dans les forces officielles d'un certain nombre de soldats. Vous voyez, des gens qui ont commis des exactions graves, et du jour au lendemain, on passe ça comme ça, c'est pas évident. D'autres États l'ont fait, notamment l'Algérie. Oui, mais les contextes sont souvent différents. Souvent, on peut se réconcilier, avec nos pires ennemis, en tout cas, je l'espère, parce que la question là, du RDC, c'est l'un des pays miniers les plus riches, et toutes ces richesses, on ne sait pas où elles vont, elles ne sont pas utilisées, et les populations continuent pendant 15 ans, quand même, 94, 15 ans, ont souffert de ce conflit-là qu'on espère fermer. Et oui, on espère tout à fait une reprise des négociations. Je vous rappelle que celles et ceux qui nous regardent, vous savez, vous pouvez commenter et réagir sur la page Facebook Ça fait débat. Et puis sur Twitter, c'est F Débat. Allez, la
rubrique avant de retrouver notre invité tout à l'heure. Vous savez, dans la seconde partie de cette émission, il s'agit de Edwige Nechama Socha, qui est auteur de Stratégie gagnante, de coopération Afrique-Europe. Voilà son ouvrage, il est ici, il est là, hein. Je crois qu'on le voit, le voici. Eh bien, dans une poignée de minutes, on la retrouve, mais avant, la rubrique débatteurs, exprimez-vous. C'est parti, c'est le moment ou jamais, vous le savez, en toute liberté d'expression. Eh bien, le coup de cœur et le coup de gueule. Je commence par madame? Oui, bien sûr. Alors, le coup Samia de Troubi. cœur... Commençons par le coup de cœur, d'abord. Le coup de cœur, on aime bien être positif. Alors, il est outre-Atlantique. On a le temps, vous pouvez prendre votre temps. C'est la femme de Bill de Blasio, qui est le nouveau maire de New York, qui s'appelle, alors, il me semble, c'est Chirlane McCray. Chirlane McCray est une femme incroyable et elle a notamment beaucoup participé à l'élection de son mari, nouveau maire de New York. Et donc elle est poétesse, black, en plus hyper activiste, elle se déclare ouvertement bisexuelle. Alors c'est une femme incroyable. Et alors pour revenir sur Taubira, une personne comme ça dans l'échiquier politique français, je suis pas sûre que ça puisse passer. Allez-y. Donc, tout simplement, pas entendu ce que vous avez dit, Gabriel. Bon. Donc, tout simplement, c'est une femme assez incroyable, c'est une figure politique majeure aux États-Unis. Mémorisez bien ce nom, Chirlane McCray. Vraiment. Le coup de gueule, ma chère Samia Troubi. Alors, le coup de gueule, il est contre Léa Seydoux et toute la cabale qui s'est érigée contre le film d'Abdelatif Kechiche, qui est mon réalisateur préféré, qui est un homme assez formidable. Enfin, c'est vraiment l'un des réalisateurs les plus grands pour moi de ce siècle-là. Contre toute cette cabale, au moment où il faisait la promotion de son film La vie d'Adèle, que je conseille à tout le monde d'aller voir, il y a tous ces articles qui sont parus sur lui qui sont abjects. Non, le film. C'est pas grave, il vaut le coup. Il vaut le coup parce que moi j'ai trouvé ça abject qu'un mec qui gagne Cannes. Alors on lui a reproché plein de choses, mais c'était assez incroyable. J'ai jamais vu un film qui a gagné Cannes, j'ai jamais vu un film français qui a été autant critiqué. Alors que pour une fois, on gagne quelque chose, que le film est de qualité et que c'est un homme qui a fait de superbes films, qui a révélé de vrais talents, Sabrina Ouazani notamment, Afsia Herzi. Donc toute cette cabale avec Léa Seydoux et toute la crique du monde, ça m'a dégoûtée. Allez voir le film d'Abdelatif Kechiche. Faites votre propre opinion. Exactement. C'est ça, vous êtes en train d'inviter à tous les gens à aller le voir et vraiment aller voir son travail qui est formidable. Ah, on l'a bien compris. Je vends vous avez des parts, c'est ça, non? Pas du tout, j'adore ce mec. Vous avez mis des billes. Si un jour tu l'invites, vous avez mis des billes, vous étiez un commun d'accord. Si un jour tu l'invites à Adil, faut me le dire, je viendrai. J'ai bien compris que vous êtes fan, c'est ça? C'est ça. Gabriel Barga, votre coup de cœur? Le coup de cœur, c'est un auteur, Leonora Miano, qui a gagné le prix Femina il y a quelques jours. C'est une jeune dame qui nous vient de ce cher pays qui se trouve qui s'appelle le Cameroun. Elle est venue ici dans sa jeunesse, elle a écrit plusieurs livres à ce jour. Je vois très bien de qui vous parlez. Elle a écrit plusieurs livres à ce jour. Elle a eu plusieurs prix déjà précédemment. Elle a obtenu, je pense, le Goncourt des lycéens il y a quelques années. Et elle n'est pas assez médiatisée, je trouve. Hein. C'est un écrivain, c'est un vrai auteur. Ce ne sont pas des gens qui vont dans des plateaux crépitants de lumière. Mais quand elle est allée sur des plateaux, elle a su défendre l'Afrique, notamment sur la question du racisme. Dernièrement, elle a fait une sortie remarquable que vous pouvez aller chercher sur Internet face à la célèbre Elisabeth Lévy, à qui elle a fait un cours sur l'histoire justement du racisme et des discriminations en France, qui pourrait rebondir sur une autre émission. Donc félicitations à Leonora Miano, Respect. Oui, qui pourrait venir d'ailleurs ici à tout moment. Elle est la bienvenue d'ailleurs, si elle nous regarde, Si, on lui fera un coucou. Voilà, on va trouver des moyens. On va trouver les moyens. Allez, absolument. Le coup de gueule, et avant de retrouver notre invité. Le coup de gueule, c'est la politique énergétique en Afrique qui est très très mal gérée. Il y a une société qui s'appelle AES, qui est américaine, qui avait signé un contrat pour gérer l'électricité au Cameroun notamment, et pas seulement au Cameroun, et qui a annoncé dans la semaine qu'elle résiliait le contrat 7 ans avant le terme du contrat. Non seulement c'est un contrat où le Cameroun s'est fait spolier, parce que le Cameroun a mal négocié son contrat, on ne va pas reprocher aux autres ce que nous n'avons pas su faire, mais là où il y a quelque chose de très vicieux, c'est qu'en Afrique aujourd'hui, nous bradons toutes nos infrastructures énergétiques, où la politique, la gestion de l'énergie, c'est un pays qui
Alors qu'on nous a annoncé des Américains pour gérer notre électricité, on n'a jamais autant connu de délestage, on n'a jamais connu autant d'inflation au niveau des factures, de coupures dans les maisons et finalement de non-extension du réseau dans les zones rurales. Ça, c'est votre coup de gueule. Oui, c'est-à-dire qu'ils sont venus se faire uniquement des sous, en ont-ils gagné certainement dans la transaction, parce qu'ils revendent à un fonds d'investissement britannique, je crois Fortis, quelque chose comme ça, qui a racheté ça pour une fortune en plusieurs dizaines de millions de dollars. C'est-à-dire qu'on vient sur une Afrique qui a plus que besoin d'énergie pour se développer, c'est là qu'on vient encore faire des erreurs stratégiques majeures. Et ça, c'est valable pour l'électricité et pour l'eau. Tous les pays africains ont ce problème. On a parlé de ça concernant le Sénégal ici. Une fois, tous les pays africains ont ce problème. Si on ne se calme pas et qu'on n'ait pas des plans d'investissement énergétique à très long terme, avec vraiment quelque chose de structuré, on va accuser beaucoup de retard. Parce que l'énergie, c'est le développement. C'était le coup de gueule, de Gabriel Barga. Eh bien, écoutez, merci. Vous avez entendu parler de stratégie gagnante de coopération Afrique-Europe ? Oh, je vais tendre l'oreille à cette douce voix qui s'annonce. À cette douce voix. Eh bien, cette douce voix qui s'annonce, c'est notre invité dans Ça fait débat. C'est maintenant. Merci à Samia Atroubi. À très bientôt ici même. Merci Adil. Merci à toi, à vous, à toi. Enfin voilà, vous partez pour la Tunisie. Ouais, prochainement. Et puis après, l'Italie. Bon voyage. Merci. Et bon courage. Gabriel Barga, la semaine prochaine ? Ouais, la semaine prochaine. Un vol est prévu, c'est ça, non ? Non, j'attends des invités intéressants. Peut-être qu'on en a parlé ici. Absolument. Allez, notre invitée, elle s'appelle Edwige Neshama Socha. C'est maintenant, c'est dans Ça fait débat. Seconde et dernière ligne droite, ici même dans Ça fait débat. Vous pouvez commenter et réagir sur la page Facebook Ça fait débat et puis sur Twitter, c'est FDébat. Notre invité ce soir sur Télé Sud dans Ça fait débat, eh bien nous recevons Edwige Neshama Sosa. Sosa, c'est ça. Alors autant pour moi, pendant toute la première partie, j'ai dit Socha et alors qu'on dit Sosa. On dit Sosa, tout simplement. Alors c'est vous la douce voix ? Apparemment, je suis la douce voix. On verra bien si effectivement la voix est douce ou pas. Eh bien écoutez, on va voir ça. C'est à vous de l'apprécier. Absolument. Alors vous venez parce que vous avez écrit un ouvrage qui s'intitule, eh bien voici que vous allez le découvrir, Stratégie gagnante de coopération Afrique-Europe. Voilà. Alors on le voit bien, il est là, aux éditions Neshama Vanda. Oui. C'est votre édition ? C'est mon édition. Votre maison d'édition. Voilà. C'est bien, en tout cas bravo. Vous dites notamment, les Africains doivent concevoir et mettre en œuvre des stratégies de développement fondées sur leurs besoins, aspirations, possibilités et non sur des idées reçues en matière de développement. Oui. Vous y allez fort là. Oui, j'y vais fort parce que... Pourquoi ? Pour quelle raison ? Parce qu'en fait, j'ai suivi les négociations ACP-UE de 98-98 pour les Belges à juin 2000. Donc on quittait en fait les conventions de Lomé pour signer l'accord de Cotonou. Et j'ai assisté à ces négociations et j'ai vu en tout cas qu'au niveau stratégie, on n'était pas du tout au rendez-vous. Et donc je me suis dit, il faut absolument condenser tout ce que j'ai reçu comme information et axer sur la stratégie. Parce que je pars du principe que les Européens, eux, quand ils viennent en négociation, ils ont leur stratégie propre et que nous, malheureusement, Africains, on arrive un petit peu en rang dispersé. Donc, je milite pour une stratégie africaine, pour une stratégie, en tout cas, pour les États ACP. Ouais, alors ces États, est-ce qu'ils sont prêts justement, ces États africains ? Est-ce qu'ils sont prêts justement à adopter cette stratégie tout en se détachant de l'Occident ? C'est-à-dire qu'ils doivent avoir une méthode de réflexion propre à eux et pas une méthode de réflexion, pas du copier-coller vis-à-vis de l'Union européenne. Et donc les États africains, justement, quand ils vont négocier avec la partie européenne, doivent se mettre d'accord sur un plan, sur une stratégie, sur une méthode de réflexion et puis y aller franchement et pas aller à petits pas et ne sachant pas trop comment faire. Moi j'aime bien, je veux bien entendre ce que vous êtes en train de nous dire, ma chère Edwige Neshama Sosa. Alors, mais en même temps, dans le contexte de la mondialisation aujourd'hui, et aujourd'hui encore plus avec la crise financière mondiale, absolument, il y a des nouveaux acteurs, je ne vous l'apprends pas, de la coopération émergente en Afrique. Oui. Qu'est-ce que vous en faites ? Écoutez, là on rentre de plein pied dans les accords de partenariat économique, les APE, qui justement sont une porte ouverte à la mondialisation. Mais le problème des APE, c'est qu'on plonge le bébé avec l'eau du bain. Est-ce qu'ils dopent le marché en même temps, les marchés ? Ils dopent pas vraiment les marchés. Le problème des APE, c'est qu'on est immergé de plein pied dans la mondialisation. Or, les économies africaines ne sont pas toujours prêtes justement à subir de plein fouet cette mondialisation, notamment les petits producteurs, par exemple des producteurs de poulet, par exemple, qui vont voir avec les APE le marché européen inonder leur pays. Et donc là, ça pose problème. Bon, maintenant, il faut aussi se mettre en conformité par rapport aux règles de l'OMC. Et donc là,
Le problème de conformité par rapport aux règles de l'OMC, ça consiste, l'Union européenne exige en fait un démantèlement des taxes à l'exportation et un seuil de libéralisation à 80%. 80%, c'est énorme. Les États ACP disent non, nous on veut 70%. 70%, ce qui fait qu'il y a 30% de produits dits sensibles et ça permet aux petits producteurs de s'y retrouver. Donc il y a un véritable problème par rapport aux APE. Les APE, dans un sens, c'est pas mauvais, mais dans un autre sens, c'est dramatique. Alors vous en parlez dans votre ouvrage qui s'intitule Stratégie gagnante de coopération Afrique-Europe, justement, et vous commencez par un chapitre qui s'intitule Réhabiliter la stratégie. En même temps, vous dites dans ce chapitre l'intégration par le haut, une nécessité. Qu'est-ce que vous entendez par cette nécessité, l'intégration par le haut? Finalement, parce que, je vais être un peu provocateur dans la façon dont je vais poser la question, l'intégration par le haut, elle se fait déjà depuis déjà de nombreuses années en Afrique. Elle ne se fait pas véritablement et justement, cette intégration par le haut nécessite des stratégies communes à mettre sur pied. Moi, j'axe beaucoup sur la stratégie parce que sans stratégie, on ne peut rien faire. Et nous, Africains, on doit se rendre compte qu'il est indispensable, qu'il est primordial de réhabiliter la stratégie à tous les niveaux, d'ailleurs que ce soit au niveau économique, au niveau politique, au niveau commercial. La stratégie doit être notre leitmotiv. Sans stratégie, la crise que nous subissons, que l'Afrique subit, que l'Europe subit, bref, que le monde subit, ma foi, cette crise, elle va aller en fonction des pulsions. Or, quand on adopte une stratégie, ça permet de canaliser les choses et de savoir où on va. À vous écouter, ça a l'air très simple, d'accord, la façon dont vous voulez adopter cette stratégie et ce modèle stratégique, mais en même temps, première question, est-ce qu'elle s'appuie sur le rôle croissant de la diaspora? Oui, évidemment, la diaspora n'est pas en reste dans mon système de stratégie. On a besoin de la diaspora, c'est inévitable. Et d'ailleurs, Ça veut dire que le rôle des réseaux de la diaspora est important, il est primordial. Il est primordial, bien sûr. Est-ce qu'il est en phase avec la stratégie que vous voulez, dont vous faites part dans votre ouvrage? Elle est en phase. Elle est en phase. Parce qu'en ce moment, la diaspora se relève. Il y a un vent nouveau qui se lève. Et au niveau de la diaspora, c'est positif. C'est positif dans le sens où elle a compris, en tout cas, elle commence à comprendre l'importance de l'outil stratégique. Moi, j'ai vu en négociation, on va en rang dispersé. Et ça, c'est plus possible. Il faut vraiment, ne serait-ce qu'au niveau des accords de partenariat économique, et ça, j'en parle parce que ça fait débat, justement pour reprendre les termes de l'émission, ça fait vraiment débat. Et donc à ce niveau-là, nos chefs d'État doivent prendre la mesure des enjeux. Ils l'ont pris selon vous? Non, pour l'instant, on est en phase d'attente, c'est-à-dire que les négociations ont eu lieu, mais il y a eu une telle pagaille au niveau des APE que les leaders africains se sont dit on fait une pause. On fait une pause jusqu'en avril 2014, lors du sommet justement Afrique-Union européenne qui aura lieu à Bruxelles. À Bruxelles, oui, absolument. Qu'est-ce que vous attendez de ce forum à Bruxelles? J'attends effectivement qu'il y ait des décisions politiques, parce que maintenant c'est au niveau politique que ça doit se passer. Donc il y a des décisions politiques qui soient prises. Les États ACP n'ont pas manqué de montrer à la partie européenne qu'ils ont des craintes par rapport aux APE. Et donc, on fait des énumérations par rapport à leurs exigences qu'ils aimeraient voir à l'ordre du jour. Ils ne sont pas contre les APE, mais souhaitent des aménagements afin de permettre à l'économie et au commerce de pouvoir prendre toute sa place et ne pas défavoriser les producteurs locaux. Autre sujet, c'est celui justement, alors vous avez parlé justement des compétences, de la capacité, du rôle qui est primordial là, qui est au cœur d'ailleurs de ce dispositif de la stratégie que vous venez de nous esquisser ici dans Ça fait débat. Mais en même temps, Edwige Nechama Sosa, vous avez la diaspora libanaise, vous avez la diaspora chinoise, vous avez la diaspora indienne, vous avez la diaspora indo-pakistanaise qui est installée depuis de nombreuses années en Afrique. Oui, mais qu'est-ce que vous faites de cette... je vais embrayer là-dessus. Alors, mais justement, comment vous les placez dans votre dispositif stratégique? Mais je vais embrayer là-dessus. Et attendez, je vous donne la parole, parce que c'est un chiffre, ça. Les Libanais, par exemple, la diaspora libanaise, 450 000, voire 500 000 personnes installées en Afrique de l'Ouest. Les Chinois, les Indiens, les Indio-Pakistanais, plus de 2 millions en Afrique orientale et australe. Oui. Vous en faites quoi de tout cela? Ceux-là ne sont pas en reste, parce qu'ils participent à l'économie, ils participent à la richesse du pays, donc je ne vais pas être contre eux, au contraire. Mais ce que je dis par rapport notamment à la Chine, qui est un exemple emblématique, c'est que la Chine, en fait, se sent proche de l'Afrique par rapport à la signature de l'accord de Bandung qui a eu lieu en 1955. Et donc les Chinois se sentent proches de nous pour des raisons que je viens d'expliquer. Cependant, c'est une chance pour l'Afrique, par exemple, la Chine?
La Chine Afrique. Je sais pas. Est-ce que c'est une chance ou c'est un risque pour l'Afrique? Je pense que on ne peut pas dire un risque parce qu'il ne faut pas non plus exagérer, mais je pense que l'Afrique doit faire attention à la Chine parce qu'on ne veut plus de seconde recolonisation. Et ça c'est ma grande peur justement par rapport à la Chine. Je ne suis pas contre la Chine, pas du tout. Mais ce que je dis, c'est qu'on ne doit pas subir une seconde recolonisation. C'est quoi? C'est des nouveaux partenaires? Ce sont des nouveaux partenaires. Oui, la Chine, par exemple, ils n'ont pas eu de problème par rapport au commerce. Ils se sont développés eux-mêmes, par eux-mêmes. Et donc, par rapport justement aux APE dont j'évoquais tout à l'heure, nous, les États africains, on doit aussi pouvoir se développer comme la Chine. Si j'ai bien compris, Edwige Nessama Sosa, l'Afrique demeure quand même largement dépendante de l'aide, de l'extérieur. Oui. Et elle reste dans ce paysage, je dirais, économique. Comment on peut le qualifier, finalement? Dans un paysage économique. Parce que d'un côté, c'est quand même paradoxal, elle reste dépendante de l'aide financière, de l'extérieur, et puis en même temps, elle veut développer sa propre stratégie. Oui, mais comment? Finalement, je vous pose un peu la question. Oui, c'est-à-dire qu'elle reste dépendante de l'aide financière parce qu'effectivement, on a des PMA, les pays les moins avancés, qui, eux, il ne faut pas les laisser en marge. Donc, on doit absolument tenir compte de ces PMA-là. Et donc, par rapport aux négociations entre l'Union européenne et les États ACP, dans l'accord de Cotonou, on tient compte des PMA. Alors, l'enjeu, il est quoi? Économique ou politique avant tout? L'enjeu, je dirais que c'est les deux, un petit peu les deux. C'est un petit peu les deux. C'est aussi bien économique que politique. Et pourtant, tout à l'heure, vous avez souligné que ça doit venir des politiques. Oui, c'est-à-dire qu'in fine, en fin de compte, à la conclusion des choses, le politique doit prendre ses responsabilités et aller de l'avant. Aller de l'avant, ça veut dire quoi? Aller de l'avant, ça veut dire par quoi, par aller de l'avant, ça veut dire prendre des décisions, ne pas avoir peur de contrecarrer parfois l'Union européenne sur certaines positions. Même si c'est vrai qu'on est dépendant par rapport à eux au niveau de l'aide, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas notre mot à dire. Bien au contraire, même si on dépend d'eux au niveau de l'aide, on doit justement leur montrer qu'on a une stratégie qu'on veut adopter par rapport à eux. Parlons de la France, par exemple, et de l'Afrique. Comment doit s'inscrire cette coopération Afrique-France? Cette coopération doit s'inscrire, je le dis depuis longtemps, dans des termes de gagnant-gagnant. On n'est pas contre... D'ailleurs, vous le dites ici. Oui, voilà. Dans votre ouvrage, on n'est pas contre la France, on n'est pas contre, on est contre aucun pays, mais ce qu'on veut, ce que les États ACP veulent aussi, c'est pouvoir participer, prendre part au banquet de la nature. Parce que pendant longtemps, nous, États ACP, on a été au banc. On a été hors, on n'a pas été dans le coup. On n'a pas assisté au banquet de la nature. Et maintenant, il est grand temps que les États ACP puissent aussi assister à ce banquet. Je reviens un peu en arrière parce que je parlais de la Chine. Mais oui. Pourquoi je vous ai parlé de la Chine? Parce que vous en parlez aussi dans votre ouvrage. Vous avez dit l'invasion jaune ou une véritable course contre la montre pour l'acquisition des matières premières. Incroyable, vous dites l'Afrique en passe d'être dévorée toute crue par l'empire du milieu. Oui, c'est vrai. Vous y allez fort, là. Mais je suis obligée d'y aller fort parce que c'est la réalité. On voit que les Chinois prennent aussi beaucoup des petits commerces pour les Africains. Donc là, il y a un véritable problème. On a besoin de la Chine dans un certain sens, mais il ne faut pas que la Chine nous fasse de l'ombre. En conclusion, Edwige Nessama Sosa, dites-moi, quelle vision pour l'Afrique? Vous le dites là clairement. Est-ce qu'il y a un projet véritable stratégique africain? Moi, là, j'invite véritablement justement les politiques. Là, c'est un niveau politique. Les politiques doivent se réunir, mais ils vont le faire d'ailleurs en avril 2014 à Bruxelles. Ils doivent se réunir, se concerter pour développer, pour qu'il y ait un outil stratégique, une méthode de réflexion qui puisse leur permettre eux aussi de s'en tirer à bon compte. Votre ouvrage attire l'attention aussi de tous ces acteurs économiques et politiques? Absolument. Absolument. L'ouvrage est destiné aux leaders, aux politiques, aux économistes, et en fait à tous ceux qui prennent part justement aux décisions de la cité. Et Paris dans tout ça, parce que vous parlez beaucoup de Bruxelles? Paris n'est pas... Je parle de Bruxelles, évidemment, parce que je vis à Bruxelles. Moi, je le comprends, mais je pose la question pour celles et ceux qui vous regardent. Oui, bien sûr, Paris n'est pas en marge. On parle de l'Union européenne. Donc, dans l'Union européenne, il y a la France. Donc, la France n'est pas du tout en marge. Bien au contraire, on doit justement avoir avec la France ce partenariat gagnant-gagnant. Sans quoi, on n'arrivera jamais à s'en sortir. Allez, tout le monde y passe. Personne n'y échappe. Ça s'appelle le... Attention, 5 secondes en 10 secondes. C'est parti. Allez, c'est parti. Que représente pour vous l'Afrique en un mot? Pas de langue de bois, rien ici, attention. Un mot. L'avenir. L'Afrique, quelle priorité selon vous? Un mot. Le commerce. France-Afrique, ça évoque quoi pour vous? Un mot. Les relations ACP-UE. Afrique et démocratie, vous répondez quoi? Attention, est-ce que vous allez répondre? Afrique et démocratie, sur la bonne voie. Et enfin, dernier mot pour celles et ceux qui vous regardent. Est-ce que vous avez un mot à leur dire?
Ce que j'ai envie de leur dire, c'est qu'on ne doit pas désespérer de l'Afrique, bien au contraire. Pour l'instant, on constate que l'Afrique a un niveau de croissance élevé par rapport aux autres États et donc on doit justement garder cette vision stratégique pour laquelle je milite et se dire que l'Afrique est sur le bon chemin et on a vraiment des possibilités énormes en Afrique et les États ACP doivent se prévaloir de leur unité et avoir un sentiment d'unité. Voilà. Comme un certain slogan, c'est maintenant ou jamais. C'est maintenant ou jamais. C'est maintenant ou jamais. Ouais, j'espère qu'ils ne vont pas se planter comme Hollande. En tout cas, c'est maintenant ou jamais. Effectivement, l'Afrique, ça s'appelle Stratégie gagnante de coopération Afrique-Europe aux éditions Nechama Vanda. Eh bien, l'auteur... Je vous en remercie infiniment. Edwige Nessama Sosa, merci à vous. Merci. Bon courage, bonne chance. Vous allez suivre l'actualité là prochainement. Parce que... oui, là je vais suivre l'actualité parce que ça chauffe, on va dire. Ça chauffe. Allez, en tout cas, bon courage à vous. Merci. Vous pouvez commenter sur la page Facebook, ça fait débat. Et puis sur Twitter, CF Débat. Merci de votre fidélité. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine avec autant de plaisir. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao.